Ils l'ont poussée hors du monde qu'elle connaissait comme on pousse un objet qu'on veut oublier, sans bruit, avec la certitude que l'eau effacerait tout. Le bateau avait tangué une dernière fois, la mer avait avalé l'écho des pas. Une broche en forme de cœur glissa entre les doigts, tourna à la surface, puis disparut comme une promesse rompue. Cassie se rappelle seulement de morceaux. Le ciel bas, le rire sec d'une voix qu'elle croyait aimer, la main qui n'était plus une caresse. Ensuite, le froid. Ensuite, le vide. Le reste, la mémoire la recouvrirait de voiles irréguliers, des pans absents comme des pages arrachées d'un carnet. Sur le rivage, les lampes des pêcheurs clignotèrent comme des témoins. Ils la trouvèrent roulée en boule parmi les varechs, un vêtement déchiré, le visage encore pâle de sel et de nuit. Elle ne répondit pas tout de suite. Les jours suivants, quand le monde se réveilla à grand fracas médiatique, veillée, hommage, une veuve en deuil d'une femme brillante, Cassie gisait à l'écart, apprenant à respirer à nouveau comme si chaque inspiration était une leçon. Olivier apprit vite l'art du spectacle. Le lendemain de l'enterrement symbolique, une cérémonie rapide, des photographes en rang, il devint l'image du mari brisé, la voix tremblante, le regard perdu sur les photos encadrées. Les journaux alimentèrent la pieuse mémoire. Une épouse aimante, une dirigeante visionnaire, emportée par un accident maritime. Valérie, blonde et souriante, tenait la main d'Olivier avec la délicatesse d'une complice devenue veuve apparence. Peu à peu, la maison de Cassie fut vidée. Les parts, les contrats, la direction d'une entreprise qu'elle avait aidé à bâtir passèrent dans des mains qui se trouvaient à portée. Cassie n'assista à rien de tout cela. Les morceaux qu'elle rassemblait parlèrent d'un autre voyage intérieur, des cauchemars d'eau, des images floues d'un visage abrité par une capuche, le bruit d'une porte grinçante. Qui avait pu croire qu'on pouvait l'enterrer sans laisser de traces? La mer ne garde pas tout. Elle restitue parfois à ses conditions. Maman Hérette la prit chez elle comme on recueille un bois flotté, sans questions inutiles, avec un geste de main qui disait confiance. Petite femme aux mains puissantes, aux yeux larges comme deux lunes, Hérette connaissait les plantes, les rythmes du corps et ceux de l'âme. Elle la coucha, la nourrit, la protégea. Les habitants du village la regardèrent avec la distance qu'on réserve aux revenants. Cassie apprit à nommer l'eau sans la craindre, à parler sans s'étonner des silences. Maman Hérette parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était pour dire des vérités simples. Tu dois apprendre à tenir debout pour deux. Un pour toi, un pour l'enfant qu'on t'a confié. L'enfant. La première fois que le nom Yann franchit ses lèvres, ce fut comme une claque chaude. Une lettre pliée, retrouvée dans le sac qui l'avait presque noyé, contenait une photo. Un petit garçon au regard sérieux, serrant un ours en peluche usé. Le cliché tremblait entre ses mains. La montagne de souvenirs reprit une forme différente. Elle comprit qu'on l'avait laissée pour morte, non seulement pour la soustraire au monde, mais pour enlever la preuve la plus claire de sa chair, son fils. Les premiers mois furent un cœur d'incertitude. Qui avait pris soin d'Yann? Qui, parmi ses proches, l'avait porté contre son sein et dicté sa vie? Maman Hérette répondit par la voix du village. Yann avait été confié à une tante éloignée, des papiers avaient été signés. Il n'y avait pas eu de sépulture pour la vérité. Les autorités, persuadées de la disparition définitive, avaient clos le dossier. Olivier avait récupéré les clés. Valérie souriait sur les photos de réception comme celle qui n'avait jamais connu la peur. Cassie apprit à marcher à nouveau sur la terre ferme en écoutant les marées. Elle guérit par étapes lentes, d'abord du corps, ensuite des mots. Les médecins du village parlèrent d'amnésie partielle. Certains souvenirs seraient à jamais hors de portée, d'autres reviendraient en vagues. Elle accepta ce prix. La rage, lorsqu'elle apparut, était froide, ordonnée. Elle ne hurla pas, elle calcula. Maman Hérette planta une graine de résilience. On ne lutte pas contre la mer. On apprend à la suivre pour atteindre le rivage qu'on choisit. Les premières années furent consacrées à la reconstruction physique et à la reconnaissance d'une nouvelle réalité. Les voisins du port apportèrent du poisson, des vêtements. Les matins, Cassie se tenait au bord du quai et regardait les bateaux passer, comme si par l'observation elle pouvait recoller les fragments d'une histoire qui lui avait été arrachée. Elle écrivait parfois des lettres qu'elle n'envoyait jamais, laissant des ratures témoigner de pensées encore trop vives. Elle se donnait des règles, pas d'élan aveugle, pas de vengeance immédiate. La vengeance pure n'était pas sa langue, elle voulait justice, et la justice se construit avec des preuves, des alliances, du temps. Années 1 à 3, survie, convalescence, maternité cachée. Ces années, plus que d'autres,
furent des années d'enracinement. Cassie accepta la présence d'Ian comme un trésor surveillé. La première fois qu'elle le vit de près, à l'abri d'un regard indiscret, ce fut derrière une vitre embuée d'une salle de maternité improvisée. Il tenait un hochet, les yeux d'un bleu sombre. Ils se regardèrent, sans se reconnaître complètement. Deux étrangers qui partageaient une intimité primordiale. Le contact fut bref, protégé par des mains aimantes qui savaient combien le dévoilement pouvait être dangereux. Maman Errette était la garante. Elle jura sur des choses anciennes qu'aucun journaliste n'approcherait Ian. Quand elle se remit debout, Cassie prit une décision qui allait orienter la décennie suivante. Elle ne voulait plus être prise au dépourvu par ceux qui manipulaient l'argent et les titres. Pour récupérer sa vie, il lui fallait apprendre le langage des contrats, des bilans, des témoins. Le droit s'imposa à elle comme un instrument de réappropriation. Mais apprendre le droit exigeait du temps et des moyens. Diplôme, reconnaissance, réseau. Elle articula un plan en silence. Années 3 à 6. Formation et constitution d'un réseau. Cassie, grâce à des économies modestes, des petits boulots et à la générosité cachée d'une communauté qui comprenait la trahison, parvint à s'inscrire dans un programme de droit spécialisé dans les litiges d'entreprise et les droits des victimes. Elle prit un autre nom, Ariana Cole, non pour tromper, mais pour se protéger pendant la métamorphose. Ce nom fut un vêtement serré qui lui permit de marcher dans des écoles où le passé ne la suivait pas. Les nuits furent longues. Elle étudiait à la lueur d'une lampe, la tête appuyée sur des manuels qui parlaient des jurisprudences comme d'armées battant pour des causes invisibles. Les premiers stages furent humbles, cabinet d'aide juridique, dossier de divorce, litige mineur. Elle comprit vite que le droit se nourrissait d'histoire et que la force d'une histoire dépendait de la clarté des pièces. Elle apprit à lire des bilans comme on lit une carte au trésor. Les comptes trichent rarement sans laisser des marques. C'est pendant ces années qu'elle rencontra ses premiers alliés. Des professeurs, un avocat mentor, Elena, qui la prit sous son aile parce qu'elle voyait dans Ariana la même détermination qu'elle avait trouvée en elle, jadis. Elena n'était pas généreuse par ostentation. Elle offrit à Cassie des réseaux, des conseils et surtout un accès à des dossiers et à des procédures que Cassie n'aurait jamais connues autrement. Les petites victoires, une indemnisation, une injonction obtenue, firent gonfler un compte de confiance en elle et dans ses capacités. Elle apprit aussi à gérer l'argent. Un ancien client d'Elena, un homme d'affaires discret qui faisait des investissements éthiques, lui proposa d'entrer dans une petite structure de recouvrement de créances et de litiges commerciaux. Elle accepta. L'expérience lui donna la possibilité d'observer des opérations financières, de constater les allées et venues de fonds, d'apprendre à reconnaître les sociétés écrans et les comptes de confort. Chaque cas gagné rapportait un peu plus qu'un salaire. Ces sommes, soigneusement investies, commencèrent à grossir. Ariana investit dans deux choses, la formation continue et des placements prudents conseillés par des mentors, des biens immobiliers modestes dans des quartiers renaissants, quelque part dans une start-up juridique technologique naissante. Elle ne devint pas riche du jour au lendemain, mais elle bâtit des briques. Autour d'elle, le monde d'Olivier continuait d'évoluer sans inquiétude visible. L'empire qu'il avait renforcé après la disparition de Cassie semblait stable. Il multipliait acquisitions et communiqués de presse. Valérie occupait désormais le rôle social que l'on donne aux épouses des puissants. Sourire aux inaugurations, discours effacés, mains sur des rubans. Mais des fissures se formaient dans l'ombre. Certains contrats portèrent des mentions bizarres, des comptes émettèrent des virements vers des îles qui servèrent de sable mouvant. Cassie ne courait pas après ces détails pour se venger. Elle les collectionnait comme des pièces d'un puzzle qui deviendrait imparable. Jonathan entra dans sa vie comme une brise tiède porteuse de regrets. Il avait été autrefois un jeune cadre du groupe d'Olivier, chargé de l'audit interne, rapide à lire des chiffres mais lent à l'action quand l'ordre venait de la direction. Sa douleur n'était plus celle d'un témoin oisif. Il vivait avec la culpabilité de n'avoir pas décelé, ou pire, d'avoir fermé les yeux. Il n'était pas complice au sens juridique strict, mais il portait le fardeau d'avoir contribué, par son silence ou son ambition, à laisser la machine broyer une vie. Le destin les fit se croiser lors d'une conférence sur la conformité financière. Elle donnait une intervention sur les droits des victimes, présentée comme une avocate qui avait connu des débuts modestes. Il était là, en retrait, regardant comme on regarde une lumière qu'on a aidé à éteindre. Leurs premiers échanges furent mesurés, polis. Puis, après quelques cafés volés, entre une séance et une autre, Jonathan lâcha des fragments de vérité. Des suspicions, des anomalies qu'il avait repérées il y a 10 ans, mais qu'il n'avait pas osé remonter. Il parlait en termes de chiffres, virements non expliqués,
comptes codés sous des noms de coquilles, contrats signés sans l'aval du conseil. Il ne dit pas tout. Il ne pouvait pas. La peur restait ancrée. Les réseaux d'Olivier étaient encore puissants. Mais Jonathan apportait quelque chose d'inestimable. L'accès. Accès à des archives, à des boîtes mail internes, à des noms que Cassie ne connaissait pas encore. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, un soir, dans un petit bistrot vide, tandis que la pluie effaçait les traces sur la vitrine. Il pesa ces mots, comme on pèse une monnaie lourde. « Parce que je n'ai plus la force de mentir aux gens que j'aime. Parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois ce soir-là. Et parce que vous n'avez pas l'air d'une femme qui cherche la vengeance facile. Vous cherchez des comptes. Vous cherchez la vérité. » Ils établirent des règles. Pas d'action qui pourrait se nuire à Yann, pas d'exposition imprudente, pas de coopération avec la police sans garantie. Cassie avait appris à ménager ses torrents. Elle préférait ruse sur coup d'éclat, paperasse et patience à l'emportement. Jonathan lui promit petits morceaux d'informations, une clé par-ci, un accès par-là. En retour, elle accepta de l'écouter quand il parlait de procédures, de témoins potentiels et de failles humaines. Années 6 à 9, montée en puissance professionnelle et accumulation prudente. Les dossiers s'enchaînaient, Ariana gagna en réputation, d'abord dans des cercles restreints de cabinets spécialisés, puis au-delà. Elle mena des causes pour des salariés lésés, trouva des fautes de gestion, exposa des manœuvres qui semblaient anodines, mais qui, assemblées, racontaient l'histoire d'une appropriation méthodique. Ces victoires la firent reconnaître dans des milieux où l'on ne chante pas la gloire de la vindicte, mais l'efficacité d'un avocat qui savait démêler des tromperies financières. Chaque procès remporté lui apportait non seulement un cachet, mais de la crédibilité auprès de journalistes d'investigation et de comptables judiciaires. La richesse vint au fil, pas franche et spectaculaire, mais constante. Ariana constitua un cabinet boutique, d'abord à 2, puis à 10, spécialisé dans les litiges contre de grandes entreprises. Elle constitua un fonds de défense pour plaider la cause de ceux qui n'avaient pas les moyens d'affronter des monstres financiers. Des investisseurs éthiques, convaincus par son histoire et par son professionnalisme, financèrent des enquêtes, des audits. Les gains de ces dossiers furent partiellement réinvestis dans le cabinet. Une part fut placée pour bâtir un capital qui lui permettrait, plus tard, d'attaquer sur des fronts larges et coûteux. Elle prit également des positions discrètes sur des marchés immobiliers en croissance, acheta une petite maison à un prix modeste dans une ville universitaire, investit dans la technologie juridique qui promettait d'automatiser la découverte de documents. Rien d'ostentatoire. Tout ce qu'elle faisait était cadré pour servir deux buts, protéger Yann et financer la possibilité d'un retour contrôlé. Ça prit du temps. Les 10 années ne furent pas une course contre la montre, mais une patience active. Dans l'intervalle, l'image publique d'Olivier se fissura lorsqu'une première fuite anonyme secoua la presse. Des notes internes, des termes ambigus sur des transferts de stabilisation et des contrats échelonnés vers des sociétés écrans. Les journalistes se saisirent de l'affaire. Valérie, autrefois si lisse, commença à apparaître crispée. Mais les grands procès prennent des mois, des années. Olivier répliqua avec des avocats coûteux, des communiqués, des manipulations de perception et quelques rachats stratégiques. Tout cela offrait à Ariana, désormais respectée, l'opportunité de proposer des actions en justice contre les abus qu'elle avait étudiés pendant des années. La nature de sa colère avait changé. Elle n'avait plus seulement besoin que l'homme qui l'avait poussée soit puni. Elle voulait dévoiler la mécanique qui avait permis à des gens comme lui de prospérer sur la confiance des autres. Elle voulait reprendre ce qui lui revenait, certes, mais surtout empêcher que d'autres subissent la même soustraction de vies et d'identité. Cette ambition donna à sa démarche une assise morale solide, réparation plutôt que simple vengeance. Leur alliance avec Jonathan se structura. Il fournissait des accès, elle apportait le cadre légal et l'argent pour payer des expertises. Ensemble, ils identifièrent des pièces, contrats modifiés après la signature, comptes dont les bénéficiaires finales étaient dissimulés, échanges de courriels aux formulations calculées. Des preuves matérielles qui, rassemblées, pouvaient composer un tableau convaincant. Ils établirent une cartographie de l'empire d'Olivier, notant les personnes influentes, les places faibles, les décisions clés où des signatures manquaient. Valérie, de son côté, commença à vaciller entre le rôle social qu'on lui prêtait et les petites trahisons qui font les grandes chutes. Elle n'était pas une brute, elle avait ses propres contradictions, vanité, peur, amour mal placé. Parfois, Ariana songeait à la voir comme une autre victime, mais elle ne s'autorisa pas à la pitié. Valérie avait disposé des éléments de la vie de Cassie comme on dispose des pièces d'un jeu. Le temps finirait d'éclairer ses responsabilités.
Au fil des ans, Ariana apprit aussi à manier la presse. Elle ne cherchait pas la vindicte publique brouillonne. Elle préférait laisser filtrer, par des voies contrôlées, des informations qui éveilleraient l'intérêt des journalistes d'investigation. Elle négocia subtilité et anonymat. Elle s'entoura d'une petite équipe de communicants qui comprenaient le risque d'exposer Ian et savaient protéger sa trace. Ian grandissait, paisible, ignorant la tempête en coulisses. Les rares rencontres entre mère et fils étaient formatées. Respect, tendresse contenue, regard qui apprenaient à se connaître sans se consumer. Cassie, chaque fois, repartait avec une détermination renouvelée. Protéger l'enfant, reconstruire la dignité. Année s'approchait. Le plan qu'ils avaient mûri depuis des lustres prenait forme. Une opération publique, soignée, à la fois juridique et symbolique. Pas un piège violent, mais une confrontation sur le terrain où la loi et la preuve parleraient pour elle. Elle n'aspirait pas à l'applaudissement. Elle voulait la restitution, la reconnaissance de ce qui lui avait été volé. Retrouver son nom dans les registres légaux, reprendre la direction, ou obtenir la déchéance, d'une structure qui avait profité de son effacement. Elle voulait que le tribunal accueille la vérité comme on accueille enfin un navire qui reparaît au port. La dernière étape avant l'attaque publique était une réunion discrète entre elle et Jonathan dans un cabinet d'avocats neutres, loin des regards habituels. Sur la table, des dossiers calibrés, des copies de virements, des extraits de courriels, des listes de témoins. Jonathan avait l'air fatigué mais soulagé, comme si le poids de ses années de silence venait enfin de s'alléger d'un pouce. « Il y a des choses, » dit-il, en posant une liasse. Des transferts depuis des comptes opérationnels vers un compte que personne ne sait identifier. Les signatures ont été rééditées après coup. Si on réussit à prouver qu'il y a eu falsification de documents et que certains membres du conseil ont été instrumentalisés. Ariana l'arrêta d'un geste. Elle savait hasta où l'on pouvait aller. Tout devait être propre, défendable. « Pas de ruses illégales, » murmura-t-elle. « Solidement, par le droit. Nous devons montrer le vrai mécanisme, pas l'inventer. » Il hocha la tête. « Je peux te donner accès aux archives d'il y a 10 ans. Mais pas à tout. Certains fichiers sont verrouillés sur des serveurs offshore. Pour cela, il faudra des procédures, demandes judiciaires, témoins sous serment, et du temps. » Ils tracèrent la chronologie. Rassemblement des éléments publics, sollicitation d'experts comptables judiciaires, demande d'enquête formelle, mise en place d'une équipe de presse prête à publier au bon moment. Tout devait converger vers une date symbolique, une audience dans un tribunal national, où elle, sous le nom d'Ariana Cole, mais avec sa vraie histoire dans la main, apparaîtrait pour réclamer justice. 10 ans après le basculement, le grand retour. La nuit tomba sur la ville quand elle sortit du cabinet. Les lumières semblaient moins vaines qu'autrefois. Elle pensa à Ian, à maman Erette, à Elena, à ses mains qui l'avaient soutenue. Elle pensa à Olivier, à Valérie, aux petites lâchetés de ceux qui préfèrent les arrangements au face-à-face. La mer, quelque part, continuait de battre, fidèle à ses rythmes. Cassie sentit une étrange paix, pas celle d'une fin, mais celle d'un départ réglé. Il restait des étapes à écrire, des alliances à sceller, des preuves à obtenir. Mais pour la première fois depuis la nuit où elle avait frôlé la mort, elle se sentit propriétaire de son destin. Elle avait bâti une armée de patience, d'expertise et de preuves. Elle avait appris à faire parler les comptes et les contrats, à transformer la douleur en procédure. La vengeance, s'il en était, se présentait sous la forme la plus froide et la plus efficace. La justice mise en marche par ceux qui savent. À l'aube d'une guerre juridique prévue pour le 10e anniversaire de sa disparition, elle promena ses doigts sur la broche qu'elle avait retrouvée, gardée dans un coffret discret. Elle la regarda comme si elle saluait un témoin. Puis glissa la broche dans sa poche, contre son cœur. Le rivage se profilait à l'horizon, net, et quelque chose en elle se tenait droit, prête. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la fin pour voir comment la vérité revient, lente et implacable, comme la marée. Les semaines qui suivirent furent un balai méticuleux. Ariana multiplia les assignations, mandata des experts, fit appel à des confrères spécialisés en recouvrement d'actifs et en droit des sociétés. Les premiers actes formels, mises en demeure, demandes de production de documents, furent déposés. Chacun d'eux était une flèche envoyée non pour blesser gratuitement, mais pour forcer la lumière. Les réponses d'Olivier furent calibrées, démenties, menaces voilées par des avocats aux costumes impeccables. Les procès-verbaux pourtant commençaient à grogner sous le poids des contradictions. Un soir, dans le calme feutré d'un club privé,
Ariana rencontra un journaliste d'investigation qui avait déjà creusé les rumeurs autour de quelques fonds occultes. Il posa ses conditions. La source devait être solide, les documents vérifiés. En échange, il promettait une exposition qui mettrait la pression sur les autorités. Ariana accepta, non pour le spectacle, mais parce qu'une pression médiatique bien dosée pouvait accélérer des enquêtes timides. En parallèle, elle prit des précautions pour Yann. Les rencontres restaient discrètes. Les papiers légaux qui lui donnaient certains droits furent remis en ordre, sans révéler l'identité complète de sa mère au grand public. Elle voulait pouvoir le protéger jusqu'au bout. Maman Errette, fidèle, veillait dans l'ombre, prête à intervenir si les choses devenaient brusques. Jonathan, de son côté, approfondit son travail d'extraction d'archives. Il souffrait parfois de sa propre proximité avec les faits, envoyant des courriels qu'il avait lui-même relayés il y a une décennie. Mais il travailla avec une minutie qui trahit un désir profond de réparation. Entre eux, la confiance ne fut jamais totale, mais suffisante pour monter une opération qui tiendrait debout devant un juge. Ils mirent au point une stratégie en couches. D'abord, fragiliser économiquement l'Empire, pour limiter la capacité d'Olivier à user de leviers de pouvoir, médias achetés, alliances politiques. Ensuite, préparer une action spécifique en responsabilité pénale et civile pour falsification et détournement de fonds. Enfin, en point culminant, une comparution publique où la vérité serait exposée avec des témoins, des experts et des documents irréfutables. Les mois d'avant le 10e anniversaire furent consacrés à cette mise en place. Ariana, qui avait gagné en notoriété, sentit l'attention se focaliser de plus en plus vers elle. Les premières brèches ne tardèrent pas. Un membre du conseil d'administration, inquiet, remit une clé USB anonyme à un avocat de confiance. Ce petit objet contenait des relevés bancaires et quelques courriels qui ne pouvaient être ignorés. Jonathan fit analyser ce matériel par un cabinet indépendant. Les indices concordaient. Dans son appartement modeste mais soigné, Ariana relut ces documents tard dans la nuit. Elle sentit la familiarité d'une colère ancienne se transformer en quelque chose de plus sustenté. Elle n'était plus la femme surprise par la trahison, elle était l'avocate qui avait su rassembler un dossier. Elle pensa à l'ampleur de ce qu'elle demandait au monde. Non pas seulement la réparation d'une vie, mais l'exposition d'un système. C'était plus dangereux et plus nécessaire. Une épreuve restait à résoudre. Convaincre suffisamment de témoins, y compris des anciens collaborateurs d'Olivier, de venir devant la justice. Certains avaient peur, d'autres voyaient l'opportunité de régler des comptes. L'enjeu moral pour Ariana demeurait, elle ne voulait pas pousser des gens à la ruine par amour de la revanche. Elle cherchait la vérité et la réparation, pas l'annihilation. La tension monta au moment où une première plainte fut classée sans suite, malgré les preuves. Le sentiment d'impunité se réactiva. Mais cela n'abattit pas Ariana. Au contraire, cela galvanisa sa stratégie. Si les autorités restaient tièdes, il faudrait que le tribunal devienne, par la force des faits publics et l'appui des médias, le lieu où la vérité prendrait corps. Le 10e anniversaire n'était pas une date commémorative. C'était une échéance symbolique autour de laquelle on coordonnerait la pression. Avant l'ultime préparation, il y eut une dernière visite à maman Errette. Elles parlèrent peu. Errette posa une tasse de thé fumant et regarda Ariana avec une intensité maternelle. « Tu n'oublieras pas, dit-elle simplement. Ariana hocha la tête. « Je ne veux pas être une ombre qui détruit. Je veux être une main qui reconstruit. » La mer, dehors, reflétait la lune comme un vaste miroir. Cassie, Ariana, sentaient les années comme des couches de peinture successives, chacune cachant partiellement la précédente, mais aucune n'effaçant totalement ce qui l'avait formée. Elle avait appris à gouverner cette architecture intérieure. Elle avait appris à ne pas confondre puissance et violence. La scène finale avant le moment décisif fut un dîner discret entre elle, Jonathan et Elena. Ils passèrent en revue le calendrier des actions à venir, les témoins prêts à parler, les témoins réticents et les pièces qui manquaient. « Il faut que tout soit impeccable, » dit Elena d'un ton ferme. « La moindre faille, et ils t'accuseront d'avoir monté une cabale. » « Nous ne montons pas une cabale, » répondit Ariana. « Nous assemblons la preuve. » Ils levèrent leurs verres sans éclat. Puis Ariana sortit, laissant derrière elle la chaleur du restaurant pour retrouver le vent frais qui montait de la mer. Elle pensa à Yann, à la broche, aux années entières sculptées par l'effort. Bientôt, elle irait au tribunal. Bientôt, la vérité ne resterait plus confinée aux dossiers anonymes. Bientôt, le jeu public commencerait. Mais avant ce moment, il restait une dernière formalité. S'assurer que, au cours de l'audience,
sa présence serait plus qu'un témoignage, elle serait un symbole. Pas d'ostentation, juste la dignité d'une femme qui, vouée à l'oubli, avait choisi de faire parler la loi. La mère, en elle, battait doucement, une mesure de temps, une promesse muette. La tenue des jours qui précédaient à l'audience fut réglée comme un orchestre avant le lever du rideau. Documents numérisés, témoins contactés, conférences de presse ciblées. Ariana affina son discours non comme un chant accusateur, mais comme une construction factuelle, une suite de démonstrations qui, lorsqu'elles seraient assemblées, formeraient un récit impossible à balayer d'un revers de manche. Le sourire d'Olivier, lui, restait celui d'un homme habitué à ce que les choses obéissent. Il continua ses apparitions publiques, ses interviews, ses promesses de transparence. Valérie, à ses côtés, paraissait plus nerveuse à mesure que l'étau serré autour de leurs intérêts se resserrait. Dans les coulisses, leurs conseillers juridiques s'activaient, cherchant des contre-attaques, essayant de fragiliser les témoins ou de discréditer les sources. La lutte entre deux mondes, celui de la lumière publique qu'Olivier savait mettre en scène et celui du droit et des preuves qu'Ariana avait appris à manier, était à son comble. Le soir avant la convocation qui marquerait le 10e anniversaire de sa disparition, Ariana s'assit à la fenêtre et contempla la mer. Elle pensa à la femme qu'elle avait été et à celle qu'elle était devenue. Elle pensa à maman Erette, à Jonathan, à Elena et à Yann, qui dormaient à quelques heures de là, inconscients du passage imminent. Elle prit la broche entre ses doigts, sentit sa froideur, puis la laissa à nouveau dans sa poche. Demain, la mère ne ferait pas le travail pour elle. Demain, la vérité marcherait dans un couloir de justice, entre juristes et caméras, et elle serait prête à soutenir la voix qui la raconterait. Le rideau s'apprêtait à se lever sur une scène dont l'écho allait dépasser la ville. L'horizon, malgré tout, restait chargé de promesses. Le jour venu, le palais de justice embrassa la lumière comme un navire qui perce la brume. Des caméras patientaient à l'entrée. Des visages cherchèrent l'ombre d'une histoire qu'ils avaient ensuivie des années durant. À l'intérieur, les couloirs étaient froids, polis par l'usure des pas, et la salle d'audience avait l'éclat d'un lieu où les vérités se pèsent. Ariana Cole arriva sans éclat, vêtue d'un tailleur sobre, la broche serrée dans la poche intérieure de son manteau, comme une carte ancienne. Elle ne voulait pas faire du spectacle. Elle voulait que les faits parlent, nets et implacables. Les bancs réservés au public se remplirent d'anciens collègues, de journalistes, de quelques visages anonymes venus pour la curiosité. Yann était là, mais à l'écart, sous la protection calme de maman Erette et d'un avocat de la famille. Personne n'avait filmé leur rencontre. Personne n'en saurait plus que nécessaire. Pour lui, c'était un matin sans parade. Pour elle, c'était le point de convergence de 10 années. L'audience débuta par l'accolade procédurale, exposé des motifs, constitution du dossier, demande d'admissibilité des pièces. Les avocats d'Olivier, impeccables, cherchèrent à mettre en doute la chaîne de preuves, comme on tente d'affaiblir une digue en rongeant ses piles. Ils parlèrent de présomption, de procédure, de la fragilité des sources. Ariana les laissa parler. Elle n'était pas encore montée au pupitre. Elle écoutait, mesurait, et chaque objection de l'adversaire trouvait déjà une réponse préparée par ses équipes d'experts. Le premier à parler fut l'expert comptable judiciaire. Il déroula, avec une patience de scanner, des schémas de virement, des comptes intermédiaires et des sociétés écrans. Ces phrases, claires, transformèrent des chiffres en trajectoires, transferts échelonnés vers des entités sans activité réelle, rétrofacturation, signatures apposées sur des avenants qui n'avaient jamais été discutés publiquement. Les yeux dans la salle suivirent la trajectoire des flèches sur un écran. Peu à peu, une mécanique clandestine se dessina. Là où Olivier proclamait la légalité, l'expert pointa des anomalies répétées. Là où Valérie affirmait son ignorance, apparurent des échanges qui la liaient aux décisions. Puis vint Jonathan. Lorsqu'il entra au banc des témoins, l'air sembla se densifier. Il avait vieilli, la culpabilité l'avait affiné. Sa voix trahissait la difficulté de mesurer la honte, mais il parla avec précision. Il expliqua le rôle qu'il avait tenu, les aveuglements commis, et surtout comment il en était venu à conserver des documents depuis des années, copies qu'il avait dissimulées, non par héroïsme, mais par remords. Il décrit, lentement, la boîte mail interne où des messages avaient été modifiés, la chaîne d'approbation altérée, et les moments où l'argent avait été orienté vers des comptes d'opération qui n'existaient pas réellement. À plusieurs reprises, il regarda Ariana et murmura « J'ai fermé les yeux, je l'ai gardé dans mon silence, je veux réparer. » Sa déposition n'était pas un spectacle de repentir spectaculaire, c'était une pièce technique, une clé qui ouvrait une armoire pleine de preuves.
Quand on lui demanda si certains documents avaient été altérés après signature, il répondit avec nuance. Des signatures ont été rééditées, oui. Certaines approbations ont été ajoutées a posteriori pour faire coller l'historique. Cette phrase, prononcée devant un juge attentif, pesa comme une encre. La défense tenta de discréditer Jonathan. Un homme motivé par la vengeance personnelle, suggérèrent-ils. Mais le procureur sut le protéger tout en laissant filtrer la sincérité des aveux. Les questions s'enchaînèrent, mais l'essentiel était posé. Les chiffres et les confessions étaient désormais articulés sur la table. Alors que la salle murmurait, vint le moment de l'appel des pièces maîtresses, relevés extraits, contrats amendés retrouvés dans des coffres, correspondances électroniques récupérées sur des serveurs tiers, et enfin, une lettre signée de la main d'un comptable externe, désormais prêt à témoigner. Ces éléments, assemblés, tracèrent le chemin par lequel une fortune avait été structurée sur l'effacement d'une vie. Puis ce fut au tour de Valérie. La convocation de la compagne d'Olivier arracha une attention particulière. Elle qui avait été la figure lisse des inaugurations, la présence aimable de soirées feutrées, se tenait désormais dans l'œil d'un cyclone. Elle entra, pâle, frôlant la chaise comme si elle craignait qu'elle vibre sous ses pieds. Sa défense était hésitante, saccadée. Les avocats d'Olivier firent tout pour l'encadrer. Ils tentèrent de lui suggérer le profil d'une épouse naïve, manipulée. Mais le cœur d'une pièce cruciale n'est pas toujours dans la meilleure défense. Sous la pression du magistrat et face aux preuves, Valérie bascula. Son témoignage fut un moment double. Confession et mise à nu de petites lâchetés qui se tissèrent en manœuvre. Elle admit avoir signé des documents sans en comprendre toutes les implications, d'avoir accepté des explications lapidaires d'Olivier, d'avoir tourné le dos à quelques questions qui la gênaient. Une question plus incisive la fit vaciller. Avez-vous assisté ce soir-là à des conversations où Olivier évoquait stabiliser la situation concernant Cassie? Sa réponse, d'abord hésitante, devint nette. Oui, j'ai entendu des propos qui me semblaient étranges. J'aurais dû poser des questions. Les mots furent simples, mais pour la salle, ils résonnèrent comme un écho d'aveu. La défense tenta de présenter Valérie comme manipulée, menacée même. La juge prit soin de rappeler que la loi distingue la contrainte de la complicité volontaire. Quoi qu'il en soit, sa déposition ébranla la stratégie de la défense. Le vernis social craquait, et derrière la réserve se montrèrent des implicites qui liaient l'intention et les actes. Le tournant les plus décisifs de l'audience ne fut pas une pièce documentaire, mais un moment de vérité orchestré par Ariana elle-même. Lorsqu'elle se leva pour présenter sa plaidoirie, le silence s'abattit. Elle parla sans fioriture, détachant les éléments une à une, reliant la mécanique financière à la disparition, reliant le profit au mensonge. Elle expliqua comment, dans les dossiers, une affirmation systématique de sa présence avait permis à certains acteurs de disposer des biens. Elle montra la chronologie des décisions d'entreprise qui coïncidaient avec les périodes d'absence d'une voix, la sienne, dans les réunions officielles. Elle parla aussi de la façon dont Yann avait été écarté des regards, non pour le protéger seulement, mais pour effacer la trace la plus évidente de son existence. Puis vint la rupture dramatique, mais maîtrisée. Ariana retira sa veste, glissa la main dans la poche, sortit la broche en forme de cœur, l'objet qui avait ouvert et clôturé une décennie, et la posa sur la table des pièces. Les caméras se resserrèrent, un murmure parcourut la salle. Elle laissa le silence faire contraste, puis dit, avec une voix retenue, « Je suis Cassie Morel. » Quelques secondes, le monde sembla se figer. Pour la première fois dans une décennie, elle prononça son nom dans un lieu où ce nom ne pouvait plus être effacé par communiqué ou oubli médiatique. Ce n'était pas une supplique, ni une question, c'était une reconnaissance. L'effet fut immédiat. Dans la salle, plusieurs têtes se baissèrent, certains avocats pâlirent, et dans le regard d'Olivier se lut une colère brutale. Cela changea la dynamique. Ces avocats accusèrent une mise en scène, une tentative d'émouvoir un jury déjà sensible. Mais l'important n'était pas le pathos, c'était la mise en correspondance de ce nom avec les pièces. Avoir une identité claire devant la cour permit d'articuler une demande de réparation plus affirmée. Reconstitution des parts, dédommagement, responsabilité pénale clairement assignée à des actes précis. La juge, tout en préservant l'objectivité, fit consigner l'état civil et valida la présentation des éléments comme pertinents. La suite de l'audience fut une série de confrontations où les mots pesaient comme des preuves. Les experts reconfirment les anomalies, des témoins, subrepticement encouragés par la protection offerte aux informateurs, vinrent exposer leur connaissance des pratiques douteuses. Des conseillers du conseil d'administration
avouèrent avoir subi des pressions et des manipulations de calendrier. Un ancien directeur financier, qui avait quitté l'entreprise sous un nuage d'ennui moral, reconnut avoir signé sous contrainte. Les pièces s'imbriquaient, montrant une mécanique collective de dissimulation où Olivier tenait la main ferme. À la fin de la journée, la juge ordonna des perquisitions ciblées et accepta des mesures conservatoires, gel des comptes identifiés, suspension de certaines décisions de gestion et nomination d'un administrateur provisoire indépendant pour sauvegarder les intérêts des actionnaires et des salariés. Ce n'était pas la condamnation. Les procès ne se gagnent pas sur une audience. Mais c'était un début qui cassait l'illusion d'impunité d'Olivier. Une fois l'audience levée, les conséquences se succédèrent, parfois plus vite que l'on ne l'espérait. La presse décrivit la journée avec sobriété. Les médias d'investigation publièrent dans les tronçons d'informations qu'ils pouvaient corroborer. Devant la pression, des membres du Conseil, maintenant confrontés à la perspective publique d'être associés à des manœuvres illégales, firent ce que les hommes de pouvoir font quand leur horizon rétrécit. Ils cherchèrent des accords pour se protéger. Certains acceptèrent de coopérer avec les enquêteurs pour obtenir clémence. L'un des moments les plus complexes vint de Valérie. Que faire d'elle? La stratégie d'Ariana n'était pas de détruire une femme qui, naguère, avait été sa concurrente d'ombre. C'était de faire émerger des faits. Après consultation avec ses conseillers, Valérie conclut un accord de plaider coupable sur des chefs limités, dissimulation et faux, en échange d'une coopération active et de révélations sur les mécanismes d'Olivier. Avouer fut un supplice, mais son témoignage permit de mettre au jour des preuves matérielles encore délicates à obtenir. Copie originale de contrats, enregistrement de réunions privées, documents bancaires qui n'avaient pas été bien dissimulés. Sous le poids des pièces et des témoignages, la justice ordonna l'arrestation d'Olivier pour suspicion de fraude et falsification. La scène de son interpellation fut sobre, des fonctionnaires en civil, un mandat, l'homme autrefois si assuré menotté sans grand bruit. Il déclara son innocence à la presse. Il dénonça une persécution montée, mots usés qui n'atteignirent plus qu'une salle désormais atomisée. Pour la première fois, la vitrine polie de son pouvoir avait cédé. Le processus judiciaire prit son cours. Inculpation, mises en examen et, pour la sphère civile, des actions rapides pour récupérer les actifs. Côté entreprise, la bataille pour la gestion et la propriété des parts prit des formes diverses. Ariana, forte d'une décision civile provisoire et du soutien moral d'actionnaires soucieux de la réputation de l'entreprise, réussit à faire imposer un administrateur indépendant. Ce dernier, après avoir exploré les livres et confirmé les anomalies signalées, valida un plan de redressement qui incluait la restitution de certaines parts à la succession de Cassie. Les juristes débattirent des modalités, accords transactionnels, réévaluation des contrats et surtout, mise en place d'une gouvernance plus transparente. Rien n'était gagné d'un claquement de doigts, mais l'équation commençait à pencher vers la reconstitution. Sur un plan plus intime, les étapes de la reconstitution personnelle furent tout aussi significatives. La première réunion formelle entre Cassie et Yann après l'audience se déroula dans une pièce neutre. C'était un espace où le temps n'était pas étiré par le regard du monde. Yann, maintenant presque adolescent selon le rythme du récit, observait la femme qui était pour lui une figure complexe, une inconnue qui était en même temps sa mère. Leur échange fut fait de gestes mesurés, de silences qui n'étaient pas vides, et de tentatives de familiarité. Ils parlèrent peu de la saga publique, ils parlèrent de choses simples, un jeu d'enfant préféré, un livre, un endroit secret sur la plage. Cassie ne chercha pas à combler la décennie perdue en un assaut d'affection. Elle laissa des ponts se construire, pierre après pierre. Maman Hérette resta leur gardienne silencieuse, veillant à ce que l'enfant ne devienne pas un trophée. Alors que la tourmente légale poursuivait son cours, Ariana mit en place l'ensemble qui donnerait cohérence à sa reconstruction sociale. Elle créa, avec l'appui d'anciens collaborateurs et d'investisseurs éthiques, une fondation dédiée aux femmes victimes de trahison et d'abus de pouvoir. La fondation n'était pas une façade. Elle finança des avocats pro bono, des programmes de réinsertion professionnelle, des aides à la protection juridique pour celles qui n'avaient pas les moyens d'affronter les puissants. Cette structure fut la traduction publique de sa philosophie. Réparer le dommage collectif, et non seulement sommer la vengeance personnelle. La gestion de l'entreprise, la vraie possibilité de récupérer ce qu'on lui avait pris, se déroula au fil d'accords et de batailles d'avocats. Un accord transactionnel fut trouvé qui, sous supervision judiciaire, permit la restitution de parts et la nomination d'un conseil provisoire où Ariana siégea non pas comme une revancheuse, mais comme une garante de la continuité. Elle refusa d'être la femme qui aurait gouverné par rancœur.
Elle accepta la responsabilité de veiller à la transparence et à la mise en place de règles de gouvernance solides. Les salariés, qui avaient souvent souffert des décisions à huis clos, exprimèrent une surprise mêlée d'espoir. Le redressement prit du temps, audits, recouvrement, remises à plat des contrats, mais la trajectoire était engagée. Pour Olivier, le chemin fut plus sinueux. Les procédures pénales continuèrent, il fut mis en examen pour une série d'infractions économiques et de falsifications. Les juges, face à un dossier fourni, ordonnèrent des expertises complémentaires. Dans ses rares interventions publiques, il nia l'intention de nuisance et prétendit à une mauvaise interprétation des actes. Le tribunal, progressivement, balaya les prétextes. Des témoins confirmèrent de son rôle central dans des manœuvres qui avaient en profité à son ascension personnelle. Finalement, devant un faisceau de preuves et de témoignages, dont certains témoignages de collaborateurs repentis, la justice prononça des sanctions sévères, pénalités financières, confiscation d'avoirs identifiés et, pour les actes les plus graves, une peine privative de liberté assortie d'une mise à l'épreuve. La sentence n'effaça pas la douleur passée, mais elle envoya un signal net. L'impunité des puissants n'est pas éternelle. La fin de ce long processus fut marquée par une audience solennelle où le tribunal valida les accords de réparation et reconnut la personnalité juridique et morale de Cassie. Dans la salle, il y eut un moment de détente presque imperceptible. Les épaules se relâchèrent, des larmes furtives montèrent chez ceux qui avaient suivi la trajectoire de la femme effacée, puis révélée. Ariana ne chercha pas les larmes. Elle se tenait droite, attentive à la portée des décisions. La reconstitution des droits, la mise à l'abri d'Yann et la création d'un fonds d'indemnisation pour victimes. Les mois suivants, la fondation prit racine. Cassie passa de longues heures à rencontrer d'autres femmes, écoutant sans jugement leurs récits. Elle savait que son histoire n'était pas universelle, mais elle voulait en faire une plateforme où l'on ne mélangeait pas réparation et vengeance. Elle fit en sorte que les programmes pro bono de son cabinet soutiennent celles qui n'avaient pas les moyens de se défendre et que la Fondation finance des formations professionnelles pour celles qui, après un traumatisme, avaient besoin d'outils concrets pour redevenir indépendantes. Yann, enfin sécurisé, grandit dans un équilibre fragile mais réel. Il eut le droit d'aimer sa mère sans que les projecteurs ne fassent de lui un symbole. La scène finale, tout en retenue, eut lieu sur la plage où tout avait commencé. Cassie marcha le long du rivage, la mère à portée d'œil, Yann à ses côtés, pas pour un spectacle, mais pour un moment intime. Ils portaient avec eux des objets modestes, un petit dossier de la fondation, des clés symboliques remises à un administrateur, une lettre scellée destinée à la mémoire de maman Hérette. Cassie s'arrêta, regarda l'horizon et sentit la marée remuer ses ans. Elle ferma les yeux et posa la broche en forme de cœur dans ses mains. Ce n'était plus l'objet d'une identification, ni la clé d'un passé douloureux. C'était un témoin, puis un témoin rendu. « Tu sais pourquoi je l'ai gardé ?» murmura-t-elle à Yann. Il secoua la tête, regardant les algues. « Pour que je sache d'où je viens. » Elle sourit, une expression douce où se mêlaient fatigue et paix. Elle défit la broche et la laissa glisser du bout des doigts. L'objet tomba et effleura la surface avant de couler, pas comme une disparition, mais comme une offrande. Elle ne laissa pas derrière elle une vengeance consumée. Elle laissait un passé transformé en action. Le vent charria les bruits familiers, les cris lointains des mouettes, le clapotis régulier. Cassie sentit, dans l'air salé, la conclusion d'une décennie de lutte. Elle savait que la reconstruction ne se ferait pas toute seule, que les plaies demeureraient parfois ouvertes, mais elle avait pris la mesure de ses priorités. Yann, la fondation, la reconstruction d'une entreprise désormais plus transparente. Elle n'était pas devenue invincible. Elle était devenue capable de diriger le monde qui l'entourait sans se perdre en elle-même. Dans les semaines qui suivirent, la Fondation organisa sa première conférence publique. La presse couvrit la genèse d'une initiative qui ne cherchait pas à capitaliser sur la douleur, mais à transformer une leçon en politique sociale. Des femmes vinrent parler de leur parcours. Des avocats pro bono partagèrent des conseils sur la protection juridique. Des donateurs engagèrent des fonds pour soutenir des actions locales. Le nom de Cassie circula désormais non comme la victime effacée, mais comme celle qui avait contribué à tisser des filets de protection pour d'autres. Un soir, quelques mois plus tard, alors que le ciel se teintait de violet, elle se rendit chez maman Hérette. Elles parlèrent peu. Hérette posa la main sur la sienne et dit « Tu as appris à gouverner la mer. » Cassie comprit le compliment. Gouverner la mère n'était pas la dominer, c'était connaître ses horaires, ses forces, ses caprices, et choisir où aller en conséquence.
elle avait appris cela au prix d'années de silence et de labeur. La trajectoire de leur vie ne s'effaça pas comme par magie. Les séquelles restaient. Il y eut des nuits de doute, des moments où le souvenir revenait avec l'aridité d'un rocher. Mais il y eut aussi des matinées de joie. Yann qui rit en effaçant les miettes d'un gâteau. Une femme aidée qui retrouvait la capacité de travailler. Une réunion de conseil où la transparence était devenue règle de gouvernance. Les victoires furent lentes, bâties sur des règles et des procédures plutôt que sur l'explosion d'une haine cathartique. Dans la ville, on finit par écrire l'histoire de manière moins sensationnaliste. On parla d'une femme qui ne s'était pas contentée de chercher la revanche, mais qui avait transformé un effacement en responsabilité collective. On parla d'un homme hautain rappelé à la loi. On parla d'une institution, la justice, qui met parfois des années à peser, mais qui, bien nourrie par des preuves et des volontés collectives, finit par produire des effets. Le récit s'acheva sans fanfare. Cassie, désormais reconnue légalement sous son nom et socialement engagée, poursuivit son travail. Elle continua de se lever tôt pour préparer des dossiers, de passer du temps avec Yann et de rencontrer des femmes qui venaient chercher une aide concrète. Parfois, quand la mer était calme, elle revenait au rivage, non plus comme une chercheuse, mais comme une veilleuse. La dernière image fut simple. Une main serrant un carnet de notes où étaient matés consignés les premiers projets de la fondation. À côté, une photo discrète d'un garçon qui souriait au bord d'un quai, un reflet d'eau derrière lui. Cassie releva la tête, inspira et regarda l'horizon. Elle avait repris sa place, non comme une conquérante mais comme une gardienne. La justice, lente et obstinée, avait fait son œuvre. La vérité, 36 fois retenue, était revenue comme une marée, finalement à la hauteur de la rive. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité finit par trouver un chemin. Partagez-la avec quelqu'un qui croit que la justice vaut l'attente et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Cassie. Réparer, punir ou reconstruire.